je n'ai même pas d'introduction, mais de réflexion que je souhaite partager avec vous. On travaille depuis longtemps sur ces questions avec Robert, ça de vieux complice, avec Antoine Vial aussi. Je regrette l'absence, j'espère que ces problèmes de santé ne vont pas l'immobiliser longtemps, mais on voit bien que toute la question des nouvelles technologies, de leur valeur d'usage, de l'intégration dans des modèles qui sont des modèles complexes probablement, comme Robert l'a dit, pas forcément plus complexes d'ailleurs que dans d'autres secteurs, mais en tout cas qui répondent à des modèles économiques originaux et dans lesquels le poids des institutions est extrêmement lourd. Et c'est les deux points sur lesquels j'avais envie d'insister. Je ne vais pas évidemment faire un diagnostic sur le système de santé aujourd'hui, mais si on devait dégager trois caractéristiques sur lesquelles, me semble-t-il, chacun est d'accord. Si la ministre arrive, je vais m'interrompre, je recommencerai brièvement. Ces trois caractéristiques du système de santé, c'est quoi? C'est d'abord une préférence assez marquée pour les modes d'intervention les plus lourds. L'hôpital versus médecine ambulatoire, les spécialités versus médecine générale de premier recours, la médecine versus accompagnement. La deuxième particularité, c'est un pilotage extrêmement centralisé. Malgré l'éruption des ARS, un directeur général de l'ARS vient de rentrer dans la salle, qui permet effectivement d'avoir une territorialisation, un peu plus de souplesse sur le terrain. Notre système est encore très centralisé, et notamment à travers le rôle de la CNAM, ce qui rejoint la question du modèle économique. Et puis la troisième caractéristique dont on parle moins, mais qui me paraît importante, c'est la focalisation sur les questions de solvabilisation. Moi, je suis toujours frappé, alors évidemment, aujourd'hui, je préside la mutualité française, donc c'est mon cœur de métier, mais je suis toujours frappé de voir qu'on accorde beaucoup plus d'importance à la solvabilisation qu'à l'innovation technologique, aux nouveaux métiers, aux services. Et ça, c'est une réflexion que je voulais partager avec vous. Alors, quand on parle d'innovation technologique, en santé, de quoi parle-t-on? On parle évidemment de beaucoup de choses. On parle de la domotique, on parle de la robotique, on parle bien sûr de toutes les aides techniques en matière notamment d'autonomie, mais on parle aussi de capacité de traitement de données. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui devant nous des possibilités, terme infini serait évidemment excessif et pas très scientifique, mais en tout cas avec des possibilités de traitement qu'on ne soupçonnait pas il y a encore quelques temps. Et on voit bien que ça va bouleverser à la fois les rôles de la hiérarchie entre les acteurs, en faire mettre de nouveau, en faire disparaître d'actuels. Et je reviendrai en prenant un exemple extrêmement court sur le rôle, par exemple, de la mutualité ou des financeurs complémentaires, voire d'ailleurs de l'assurance maladie. C'est plaquer l'innovation technologique sur cette organisation en regardant de quelle façon ça peut répondre à des problèmes de dysfonctionnement, des lacunes, sans remettre aussi fondamentalement qu'il faudrait le faire en cause l'organisation actuelle. Et ça me paraît vraiment être un sujet sur lequel il sera intéressant d'avoir votre point de vue à travers les tables rondes, c'est-à-dire la capacité effectivement des acteurs du secteur à s'interroger effectivement sur ce que sera leur nouveau rôle demain. Madame la ministre. Et on nous interroge souvent pour nous dire, va-t-on financer des nouveaux outils? La question pour les complémentaires n'est pas de financer des nouveaux outils. La question est d'organiser la masse d'informations, les possibilités nouvelles créées précisément par ces outils. Il y a de beaux exemples autour de nous. On recevait il y a quelque temps les équipes qui étaient celles de Joël Ménard au départ, aujourd'hui dirigées par Nicolas Castelvinet, sur l'automesure tensionnelle. On voit bien qu'aujourd'hui, l'automesure tensionnelle devient un acte courant, lié certes à la disponibilité chez chacun d'entre nous d'instruments de mesure de la tension, mais la question qui est posée n'est pas celle-là.
c'est que fait-on ces résultats. Demain, il sera aussi banal, plus un médecin prendra l'attention. C'est évidemment le patient qui gérera ce type de questions. Mais la question qui est posée derrière, ce n'est pas la mesure de l'attention, c'est que fait-on de cette information pour éviter qu'elle se transforme au pire en un élément anxiogène supplémentaire, voire économiquement, en une mauvaise utilisation du recours au système de santé. Et c'est très intéressant parce que l'équipe de Nicolas Pestel-Vidal, pour prendre cet exemple, a travaillé sur un algorithme de prise de décision pour permettre justement l'intégration d'une technologie comme celle-ci dans un système qui n'est pas aujourd'hui organisé pour les accueillir. Donc on voit bien que les sujets d'organisation, les sujets qui nous interpellent, ne sont pas forcément uniquement sur les questions techniques ou sur la question de la diffusion de telle ou telle innovation, mais surtout son intégration dans un système complexe et dont aujourd'hui même, je l'ai dit en ouverture, l'organisation idéale est loin d'être atteinte. Les financeurs, pour essayer d'apporter des réponses globales, et bien une anticipation de ce besoin, c'est-à-dire arrêtons de raisonner institution par institution, regardons quels sont les besoins des personnes en perte d'autonomie ou de leur environnement, et essayons de faire en sorte que l'ensemble des financeurs travaillent ensemble. Mais un des enjeux majeurs, et je vais terminer par là, c'est celui de bien comprendre que l'irruption du progrès technologique et l'irruption de possibilités nouvelles de personnalisation de la prise en charge, d'outils adaptés, va nous obliger à revoir le modèle économique qui est aujourd'hui essentiellement fondé sur la solvabilisation. On voit bien que demain, par exemple, le rôle des complémentaires, le rôle des mutuelles, a complètement évolué. La réduction de l'aléa va profondément transformer le métier d'assureur en un métier d'accompagnateur. Le véritable enjeu qui va devoir être relevé, c'est comment organise-t-on, comment hiérarchise-t-on, comment priorise-t-on l'ensemble des données qui sont à notre disposition ou qui vont l'être demain. Ce n'est pas la question du remboursement de tel ou tel outil ou de telle ou telle technologie. Ça me paraît complètement secondaire. Et pourtant, tout notre système est encore fondé sur ce modèle. C'est-à-dire que nous sommes devant une révolution qui me paraît à peu près aussi importante et pourtant elle est passée inaperçue que celle qui sépare notre modèle de protection sociale de 1945 et aujourd'hui et celle qui sépare notre modèle d'aujourd'hui de celui qui sera demain. Pourquoi est-ce que je fais cette comparaison? En 1945, certains mythifient d'ailleurs, sans connaître très bien le système, le passé, tout le monde oublie que la sécurité sociale, elle ne remboursait pas des soins, elle fournissait des revenus de remplacement pour compenser les conséquences de la maladie. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, puisque 95% des dépenses de la Sécu, c'est des remboursements de soins. Et bien demain, on va passer d'un système où on était uniquement dans une solvabilisation financière sans soucier de l'organisation, à un système dans lequel il va falloir co-construire des réponses avec les industriels, avec les usagers, avec les financeurs, avec les collectivités territoriales, et à partir de cette construction de réponses, réinventer un modèle économique. Et je suis persuadé que le modèle économique sera profondément différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Voilà donc moi le message que je voulais vous faire passer, et c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus facile de prendre conscience de cette évolution quand on dirige la mutualité française, parce que finalement la mutualité française, c'est un des seuls acteurs qui génétiquement s'est construit un petit peu de la même façon, avec des usagers qui ont essayé d'apporter une réponse collective, mais qui surtout, dans le paysage actuel, a la grande chance de ne pas être seulement un financeur externe d'actions qui ne le concernent pas, mais d'être aussi un acteur de la construction sur les territoires, puisque beaucoup oublient que la mutualité, c'est 2500 services locaux, et beaucoup de services d'ailleurs, des types de ceux qu'on essaie de faire naître à travers les Living Labs, c'est-à-dire des services qui naissent encore une fois de cette co-construction. Donc le message que je voulais faire passer, c'est cette évolution technologique est une chance extraordinaire pour le système de santé. Nous sommes aujourd'hui, et on voit bien dans les débats actuels, dans un système qui est à bout de souffle en termes d'organisation.
qui a beaucoup de mal à trouver des leviers de changement pour évoluer vers une réponse plus appropriée aux besoins de la population. Et je suis persuadé que les démarches type Living Labs et le progrès technologique, et surtout la coopération et la collaboration entre acteurs, sont les réponses qui nous permettront d'inventer un nouveau modèle. Voilà, je vous remercie.